Il l'a renvoyée sans raison, sans excuse, sans même la décence de la regarder dans les yeux. Et ses propres filles âgées de 4 ans ont tout vu. Ce qu'elles ont fait ensuite les a marquées à jamais. De l'extérieur, la propriété des Baker paraissait parfaite. De grandes grilles en fer, des colonnes blanches, des roses bordant l'allée, comme si rien de triste ne s'y était jamais produit. Mais Abigail Davis savait la vérité. Elle avait travaillé entre ces murs pendant 3 ans. Elle savait quelle pièce régnait le silence plutôt que la chaleur. Elle savait que 2 petites filles, Chloé et Claire, accouraient vers elle chaque matin, non pas par obligation professionnelle, mais parce qu'elle était la seule personne dans cette maison qui leur inspirait confiance. Elle était à genoux, en train de frotter le sol de la salle de jeu lorsqu'elle a entendu des pas descendre l'escalier. Elle ignorait que ce seraient les derniers pas qui la feraient quitter la vie de cette famille. Du moins, c'est ce que pensait Richard Baker. Avant d'aller plus loin, aimez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous la regardez. Si vous avez déjà donné le meilleur de vous-même à quelqu'un qui ne l'a pas vu, cette histoire est pour vous. Continuons. C'était un mardi. Rien ne laissait présager une matinée qui change une vie. Le soleil se leva lentement et doucement sur la propriété des Baker. La fontaine coulait. Les roses bordant l'allée se dressaient en rangées parfaites. De l'extérieur, la maison était exactement ce qu'elle était, luxueuse, impeccable, comme figée dans le temps. À l'intérieur, Abigail Davis était déjà à genoux. Elle avait 30 ans et était levée depuis avant 6 heures. Des traces de peinture rouge et verte maculaient encore son tablier de la veille. Un moment qui s'était terminé dans un éclat de rire tel qu'elle l'avait emporté avec elle pour dormir. Le désordre ne la dérangeait pas. Ces 2 petites filles avaient le don de rendre même les moments difficiles précieux. Elle était à mi-chemin du sol de la salle de jeu lorsqu'elle entendit des pas, mesurés, délibérés. La démarche d'un homme qui ne s'était jamais demandé où il avait le droit d'aller. Richard Baker se tenait sur le seuil, costume impeccable, téléphone à la main. Il ne regardait pas le carrelage propre. Il ne regardait pas le tablier taché. Son regard se perdait juste derrière son épaule et il parla comme un homme qui a déjà terminé la conversation dans sa tête. « Abigail, je te congédie. Midi. Fais tes valises. » Et elle se leva lentement. « Puis-je te demander pourquoi, monsieur Baker ?» Il jeta un coup d'œil à son cri. Ça ne marche plus. Ça ne marche tout simplement pas. 3 ans. 3 ans à arriver avant que la maison ne soit réveillée et à rester jusqu'à ce que tout soit parfait. 3 ans de gâteau d'anniversaire fait maison parce qu'il n'y pensait jamais. 3 ans à être la femme que ses filles, Chloé et Claire, 4 ans inséparables, cherchaient en premier chaque matin non pas pour un salaire, mais parce qu'elle aimait ses filles de tout son cœur. Et les enfants savent toujours faire la différence. Abigail le regarda longuement. Puis elle hocha la tête, plia son linge d'une main ferme et alla dans sa chambre faire ses valises. Elle ne pleura pas sous ses yeux. Au bout du couloir, Chloé entendit la fermeture éclair de la valise. Elle se tourna vers sa sœur. Un seul mot, viens. Elles n'appelèrent pas leur père. Elles décrochèrent leur sac à dos papillon du crochet derrière la porte, y fourrèrent des briques de jus de fruits en forme de lapin, des chaussettes de rechange, car Abigail disait toujours « On ne sort jamais sans une paire de rechange ». Elles sortirent par la porte d'entrée et franchirent le portail derrière elles, pleurant à chaudes larmes, au point d'avoir du mal à voir clair, mais marchant vers elles. Richard réalisa que la maison était trop silencieuse 11 minutes plus tard. Ce silence particulier, celui qui n'arrive que lorsque de jeunes enfants étaient là, et que soudain, ils ne sont plus là. Il se dépêcha, puis accéléra encore sorti, descendit les marches, franchit le portail et s'arrêta. Abigail se tenait au bord de l'allée, sa valise à côté d'elle, les épaules droites et la main sur la taille. De chaque côté, Chloé et Claire, le visage enfoui dans ce tablier sale et taché de peinture, comme si c'était l'endroit le plus sûr au monde. Claire leva les yeux vers son père, la voix faible mais ferme. « Elle ne part pas, papa. On ira où elle ira. » Richard Baker se tenait devant son portail et sentit quelque chose se briser en lui. Mais le pire, ce qui allait tout lui coûter, ne l'avait pas encore atteint. Le lendemain matin, la propriété des Baker était exactement la même. Les mêmes parquets cirés, les mêmes fleurs fraîches sur la console de l'entrée. La même lumière du soleil qui filtrait à travers les hautes fenêtres comme si rien n'avait bougé. De l'extérieur, rien ne laissait présager le moindre changement. Mais dès qu'on franchissait le seuil, on le ressentait. Un poids qu'aucun argent, aucune surface habitable ne pouvait apaiser. La maison était pleine de tout, sauf de cette chose qui lui donnait un air de foyer.
plus de petits pas dans l'escalier, plus de rires qui résonnaient dans le couloir, plus personne qui fredonnait dans la cuisine pendant que le reste du monde s'éveillait. Juste un silence pesant comme une présence qui s'était installée et comptait bien y rester. Richard arriva au petit déjeuner déjà abattu, la cravate dénouée, les yeux cernés. Il était assis seul à la longue table de la salle à manger, fixant son café qu'il n'avait jamais touché. Quand les filles sont descendues, il a tenté une approche. « Bonjour ma chérie ». Chloé l'a transpercé du regard non pas avec colère, mais avec une expression plus calme et plus dure. Le regard d'une enfant qui a déjà un avis bien tranché sur lui. Claire s'est assise sans un mot, serrant son lapin en peluche contre elle, les yeux rivés sur la table. Dorothy, la femme de ménage du week-end, 60 ans. Une femme qui ne s'effrayait pas facilement, a posé une assiette et baissé la voix. « Monsieur, elles n'ont pas mangé depuis hier. Claire m'a demandé hier soir de leur raconter une histoire comme le faisait Abigail. J'ai essayé. » Elle a marqué une pause. Elle a dit que ça ne sonnait pas juste. Elle a dit que seule Abigail savait comment l'ours parlait. Richard a commencé à s'emporter. Dorothy n'a pas bougé. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Baker, ces filles ont déjà beaucoup perdu. Celles-ci, elles vont la porter longtemps. Il s'est dit, les enfants sont résilients. Il se le répéta mentalement, jusqu'à ce que cela paraisse presque vrai. Puis Claire apparut en haut des escaliers. Elle tenait une petite barrette à perles, un cadeau d'Abigail. Le fermoir était cassé net. Elle la tendit à son père à deux mains comme un objet sacré. « Papa, répare-la. » Richard chercha son portefeuille. « Je t'en achèterai une autre, ma chérie. » Moi. Claire recula. Sa voix était douce, mais elle résonna comme une pierre. « Je n'en veux pas de neuve. Je veux qu'Abigail la répare. Elle sait comment faire. » Chloé se tenait un pas derrière sa sœur et ne disait rien. Elle fixait son père impassible sans ciller, avec une expression qu'aucun enfant de 4 ans ne devrait jamais avoir apportée. Ni rage, ni larmes, quelque chose de pire, un jugement silencieux et résolu. Richard avait siégé en face de sénateurs conclus des accords qui avaient fait basculer les marchés. Jamais de sa vie, il ne s'était senti insignifiant. Il se sentait insignifiant à présent. Ce soir-là, il resta seul dans son bureau, bien après que les filles se soient endormies. Il consulta le dossier professionnel d'Abigail. 3 années de service impeccable. Pas une seule plainte. Il ferma le téléphone, ouvrit sa conversation avec Diane Mercer et la relut lentement. Quelque chose dans ces mots, la façon soignée dont ils étaient construits, leur précision lui pesait sur la poitrine. Il se dit qu'il se faisait des idées. Mais quelque part dans le couloir, derrière une porte entr'ouverte, 2 petites filles étaient éveillées et élaboraient un plan dont il ignorait tout. La maison était plongée dans l'obscurité. Une obscurité qui donne l'impression que le monde entier dort sauf vous. Chloé et Claire étaient censées être au lit. Elles n'y étaient pas. Chloé se redressa contre son oreiller. Claire se blottit contre elle, toutes deux parlant à voix basse, avec la prudence de celles qui ont déjà pris une décision et cherchent simplement comment la mettre en œuvre. « Tu crois qu'elle nous manque ?» murmura Claire. Chloé n'hésita pas. « Elle nous manque. Elle nous aime. » Claire resta silencieuse un instant. « Alors pourquoi n'est-elle pas là ?» demanda Chloé simplement comme le font les enfants, avec les mots durs sans détour. Et maintenant, il ne savait plus comment arranger les choses. « On peut aller la chercher. » La question planait dans l'obscurité entre elles. Chloé sentit la peur l'envahir. Une vraie peur, pas celle factice des films d'horreur. C'était différent. C'était celle qui vous prend aux tripes et vous dit que ce que vous envisagez est vraiment important. Elle regarda sa sœur. « Un être cher. »« Oui, dit-elle, mais c'est un secret. Personne ne doit le savoir. » Claire hocha la tête comme si elle prêtait serment. Chloé ferma les yeux et se remémora tout ce dont elle se souvenait. La façon dont Abigail parlait de la maison les matins tranquilles. Le quartier dont elle avait parlé. Garfield Heights, la boulangerie à l'odeur de pain chaud qu'elle décrivait les jours froids. Le bus numéro 12 qu'elle prenait toujours avant que le soleil ne soit complètement levé. Des détails que la plupart des adultes auraient laissé passer. Chloé, elle les avait tous retenus. Claire descendit du lit et sortit une petite boîte en métal de dessous. Une boîte à biscuits qu'Abigail avait décorée d'autocollants, leur boîte à trésors. À l'intérieur soigneusement pliée, se trouvaient des pièces d'anniversaire et des dollars de la petite souris qu'elles économisaient pour quelque chose d'important. 14 $. Chloé compta 2 fois.
Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle, et c'était suffisant pour commencer. « Il nous faudra des encas », dit Claire d'un ton grave. « Et ton lapin », ajouta Chloé, « et des chaussettes de rechange. » Et là, et doit... Elles le dirent en même temps, puis se regardèrent. Et même au milieu de toute cette peine, cette peur et ce courage d'enfant de 4 ans, elles faillirent sourire, car Abigail l'avait répété si souvent que c'était devenu une habitude. On ne part jamais sans une paire de rechange. Aucune d'elles n'entendit le léger bruit venant du couloir. Richard s'était levé pour aller chercher de l'eau. Il s'était arrêté devant leur porte entr'ouverte comme Abigail insistait toujours pour qu'elle reste la nuit, et était resté là, immobile dans le noir, à écouter le plan de sa fille, chose qu'il n'avait jamais eu le courage de faire lui-même. Il écoutait la voix de Chloé posée, assurée comme seule, une enfant de plus de 4 ans, pouvait l'être détaillé chaque aspect d'un voyage qu'elle était parfaitement prête à entreprendre seule. Il resta là jusqu'à ce que le silence retombe dans la pièce et que leur respiration se calme. Il retourna ensuite dans sa chambre, s'assit au bord de son lit dans l'obscurité et enfouit son visage dans ses mains. Il ne pleurait pas, mais il était un homme qui enfin portait le poids de son orgueil et commençait à comprendre que ceux qui s'efforçaient de réparer les dégâts n'étaient pas les plus aptes à le faire. Cependant, ce que Richard ignorait encore, ce que personne dans cette maison ne savait encore, c'est que le licenciement d'Abigail n'avait absolument rien à voir avec lui. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'ouverture du portail. Richard était de retour à son bureau, de nouveau au téléphone de retour, dans cette version de lui-même qui savait fonctionner, maîtrisé, concentré, inaccessible. De l'extérieur, il semblait avoir tourné la page. Il n'avait pourtant pas tourné la page. Il était au téléphone avec Diane Mercer lorsqu'il l'a ressenti pour la première fois. Rien de dramatique. Aucun moment précis qu'il puisse désigner, juste cette légère sensation désagréable d'un détail déplacé. Diane a évoqué une chronologie, un détail précis concernant la transaction immobilière de Hartwell, un chiffre, une date que Richard n'avait jamais écrit, dont il n'avait jamais parlé en dehors de cette maison. Il ne réagit pas. Il termina l'appel, posa délicatement le téléphone et resta immobile. Comment le savait-elle? Il était encore en train de retourner l'écran quand Dorothy apparut sur le seuil. Elle resta là un instant hésitante avant de parler. Cette façon qu'a une femme de se tenir quand elle sait que le poids de son fardeau est plus lourd qu'il n'y paraît. « J'ai trouvé quelque chose, Monsieur Baker, en rangeant le tiroir à provisions ce matin. » Elle traversa la pièce et déposa un petit morceau de papier plié sur son bureau. Un ticket de caisse usé sur les bords, comme s'il avait été manipulé avec soin et caché précieusement. « Ce n'est pas à moi, » dit-elle doucement, et elle le laissa avec. Il le déplia lentement. Au verso d'une petite écriture soignée un nom de propriété, une date 2 chiffres, et un nom écrit en bas qui changea l'atmosphère. Diane Mercer. Richard se laissa aller en arrière. Les pièces du puzzle n'étaient pas encore complètement assemblées, mais leur forme, le contour de ce qu'elles formaient, lui fit ressentir un frisson. Il prit son téléphone et appela son responsable de la conformité interne, non pas par l'intermédiaire du cabinet de Diane, mais directement d'une voix calme. Sa main posée sur le bureau était plus posée. Il demanda une vérification discrète. 6 semaines auparavant. Les transactions immobilières de Hartwell. Tout. Ce soir-là, au dîner. Il avait encore le téléphone en main lorsque Chloé leva brusquement les yeux de leur assiette. « Papa, est-ce qu'Abigail a fait une bêtise ?» Il posa sa fourchette. « Pourquoi me demandes-tu ça, ma chérie ?» Chloé le regarda avec cette franchise propre aux enfants de 4 ans. Sans filtre, sans pitié, sans se soucier de te mettre à l'aise, car tu ne renvoies les gens que lorsqu'ils font une bêtise. Mais Abigail n'avait jamais rien fait de mal. Elle marqua une pause. Elle n'avait jamais fait que des bonnes choses. Richard se figea. Quelle étagère! Et c'est alors qu'il l'entendit. Pour la première fois dans la simplicité et la lenteur d'une enfant de 4 ans, le récit de la soirée. Il était 3 pièces plus loin en train de consulter ses messages. L'étagère qui avait basculé. Abigail traversa la pièce en 4 pas, supportant tout le poids du fardeau sur son épaule pour que sa fille ne tombe pas. Le bleu dont personne n'avait parlé, car Abigail ne parlait jamais de ce genre de choses. Il n'en avait rien su. Il n'y avait pas prêté suffisamment attention. Richard regarda ses filles de l'autre côté de la table et sentit quelque chose se briser sous tout ce qu'il croyait savoir de ce qui s'était passé chez lui. Le ticket de caisse était à l'étage sur son bureau.
La demande de mise en conformité était ouverte sur son écran et quelque part entre eux, une vérité, commençait à émerger une vérité qui allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir de la femme qu'il avait renvoyée. Le samedi matin arriva doux et bleu. Richard avait son appel habituel à 9 heures. Dorothy partit pour ses courses hebdomadaires à 8h30. Les filles connaissaient cet horaire depuis 3 ans, car Abigail leur avait appris à être attentives au monde qui les entourait, à remarquer les rythmes, à comprendre que le temps était quelque chose qu'on pouvait gaspiller ou utiliser à bon escient. Elles avaient fait le bon choix. Chloé et Claire étaient habillées avant 19h, leur sac à dos papillon sur le dos, 14$ pliés en deux dans la poche zippée de Chloé, le lapin en peluche de Claire, 2 briques de jus, des chaussettes de rechange, tout ce qui comptait bien rangé et à portée de main. Dès que la voiture de Dorothy eut quitté l'allée, elles sortirent par le portail du jardin, le même qu'Abigail avait franchi 5 jours plus tôt, valise à la main, les épaules droites, luttant de toutes ses forces pour ne pas s'effondrer devant elle. Elles débouchèrent dans la rue tranquille du samedi. Main dans la main, 2 fillettes de 4 ans en robes assorties, marchant vers quelque chose qui les effrayait et vers quelqu'un qu'elles aimaient plus que tout. L'arrêt de bus numéro 12 était à 3 rues de la maison. Chloé le connaissait par cœur. Elle le savait parce qu'elle avait compté les lampadaires depuis la fenêtre de la voiture chaque fois qu'Abigail lui montrait l'arrêt. À chaque fois sans qu'on le lui demande, comme un souvenir précieux, comme les enfants emmagasinent les choses qui leur semblent importantes. Le bus arriva dans un grincement de frein et un sifflement de porte. Chloé s'avança. 2 billets, s'il vous plaît. Garfield Heights. La conductrice, une femme d'âge mûr, au regard doux, visiblement épuisée par sa longue journée de travail, les dévisagea longuement. « Où est ta maman, ma chérie ?» Chloé ne broncha pas. « Elle nous y rejoint. Notre grand-mère est malade. » La conductrice les observa attentivement d'un regard qui en dit long. Puis elle prit la monnaie. « Assieds-toi juste derrière moi, » dit-elle fermement, « et ne bouge pas. » La ville changeait par la fenêtre pendant le trajet. Les rues propres et larges devenaient plus animées. Les grandes maisons laissaient place à des maisons plus petites, plus rapprochées. Des quartiers où les habitants travaillaient plus dur et demandaient moins. Claire colla son visage à la vitre et observa le paysage se transformer. « Abigail vient ici tous les jours ?» demanda-t-elle doucement. « Avant 6h du matin » répondit Chloé. Claire resta silencieuse un long moment. « C'est vraiment loin. » Chloé ne répondit pas. Elle sentit simplement le poids de cette pensée l'envahir. La distance qu'Abigail parcourait jour après jour avant même que la maison ne soit réveillée. Avant même que quiconque ait pensé à demander le prix du trajet, le chauffeur avait appelé Garfield Heights. Une douce odeur les parvint avant même que les portes ne s'ouvrent. Du pain et du sucre s'échappaient d'une boulangerie au coin de la rue, exactement comme Abigail l'avait décrite les matins froids lorsqu'elle parlait de chez elle. Le boulanger, un homme large d'épaules avec une fleur sur son tablier et, son visage marqué par la vie et capable de reconnaître une présence réelle dès qu'elle franchissait sa porte, les regarda lorsque Chloé demanda « Connaissez-vous Abigail Davis ? Elle habite près d'ici. » Son visage s'adoucit aussitôt. Abigail, une bonne femme. Porte bleue 2e à gauche au bout de la rue. Chloé prit la main de sa sœur. Elles marchèrent et au bout d'une rue tranquille, une porte bleue apparut. Petit ordinaire, rien à voir avec la propriété qu'elles avaient quittée. Claire serra la porte plus fort. « Et si elle ne veut pas revenir ?» murmura-t-elle. Chloé déglutit difficilement. « Elle reviendra, » dit-elle. « Elle nous aime. » Et elle frappa lentement à la porte. Un silence. Puis la voix d'Abigail prudente et basse. « Qui est-ce » Elle se pencha vers la porte comme si c'était la seule chose qui la séparait de tout ce qui lui avait manqué toute la semaine. Abigail, c'est nous, Chloé et Claire. Silence. Puis la serrure tourna rapidement. La porte s'ouvrit et la voilà non pas en uniforme, les cheveux relevés sans le calme professionnel et mesuré qu'elle avait affiché pendant 3 ans dans cette maison. Juste une femme de 30 ans, en civil debout, sur le seuil de la maison de son enfance. 5 jours de deuil silencieux, derrière ses yeux. Elle les regarda. Son visage ne se contenta pas de s'effondrer. Il se brisa complètement, comme quelque chose se brise lorsqu'on a trop longtemps résisté, et que la seule raison pour laquelle on se retenait finit par apparaître. « Mes bébés » murmura-t-elle. Chloé et Claire la frappèrent si fort qu'elle recula d'un pas, se rattrapant au chambranle de la porte. Elle les enlaça de ses bras et s'accrocha comme on s'accroche à quelque chose qu'on croyait avoir perdu à jamais.
L'appartement était petit, chaleureux et d'une vie discrète. Un canapé délavé, des photos de famille au mur, une table de cuisine, avec des médicaments alignés sur un bord, rien à voir avec le manoir des Baker. Et pourtant, c'était l'endroit le plus humain où ses filles aient été de toute la semaine. De l'arrière-salle, lentement et prudemment, avec une canne, arriva la mère d'Abigail Grace, 63 ans. Elle se déplaçait doucement, mais ses yeux étaient perçants et emplis d'une chaleur particulière. La même qualité que Chloé et Claire avaient toujours reconnue chez Abigail, maintenant visible chez la femme qui l'avait élevée. Elle regarda les filles et ses yeux s'emplirent de larmes sans prévenir. « Alors ce sont les petits, dit-elle doucement. Elle parle de toi tous les jours. » Abigail disait déjà qu'elle devait appeler à la maison. Il pourrait être en danger. Richard paniquerait. Ce n'était pas prudent. Chloé lui prit la main et la serra fermement. « Écoute d'abord. » Abigail se figea. « Papa t'a renvoyé à cause de mademoiselle Diane, dit Chloé. Elle lui a dit du mal de toi. Mais on a entendu mademoiselle Diane au téléphone une fois. On a entendu des chiffres. On a entendu un nom. On l'a dit à Dorothy. Dorothy a gardé le papier. » Le silence se fit dans la pièce. Abigail regarda Chloé puis Claire. « Vous avez entendu quoi ?» Claire hocha la tête d'un air grave comme un témoin. « On n'était pas censés être dans le couloir, mais on y était, et on a tout entendu. » Avant que quiconque puisse bouger, le vieux téléphone accroché au mur de la cuisine se mit à sonner. Abigail traversa la pièce et répondit la voix à peine audible. « Allô ?» La voix de Richard parvint à ses oreilles brisées, haletantes. Un homme qui avait passé les 40 dernières minutes à courir dans sa maison et à se tourmenter la conscience sans rien trouver qui le réconforte. « Abigail, s'il te plaît, mes filles sont avec toi, dis-moi qu'elles sont avec toi. » Abigail regarda Chloé et Claire. Elle mit le haut-parleur. Elle s'avança, le menton relevé, la voix claire. « On est en sécurité, papa. » Un silence. « Mais il y a quelque chose que tu dois entendre. Enfin, il y a quelque chose que tu dois entendre. Ta sœur a enrichi ton maître. Quand tu as commis ton premier crime, petit chien, tu n'aurais pas pu agir comme tu l'as fait. Elle n'avait jamais vu ton maître autrement que comme un égoïste, et encore moins comme un homme riche. Je prie pour que mort meure et repose en paix. Elle n'avait pas d'argent à l'époque, mais il y a quelque chose d'unique. » Richard Baker, 45 ans, 400 millions de dollars plus aucun moyen de défense, resta muet, car sa fille de 4 ans s'apprêtait à lui révéler ce qui s'était passé chez lui. Pendant qu'il était distrait, le rapport de conformité s'afficha sur l'écran de Richard tandis que Chloé parlait encore. Il le lut debout dans son bureau, le téléphone à l'oreille, une main agrippée au bord du bureau. Diane transfère la propriété Hartwell. Les dates. Chaque fil conducteur remontait au même endroit. Un mot manuscrit au dos d'un ticket de caisse glissé discrètement à un responsable de la conformité 6 semaines plus tôt par une femme qui n'avait pas saisi toute la portée de l'information, mais qui savait que c'était mal. Abigail n'avait pas été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle avait été écartée délibérément, stratégiquement, parce qu'elle avait entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre, et une personne influente avait agi rapidement pour l'empêcher de le révéler aux bonnes personnes. Richard avait simplement été la cible la plus facile. Il posa le téléphone et resta un instant assis, absorbé par la situation, réalisant toute sa gravité, non seulement ce que Diane avait fait, mais aussi ce qu'il avait laissé faire. La facilité avec laquelle il avait cru à cette histoire, le peu de questions qu'il avait posées. Comment un homme qui se vantait de savoir lire entre les lignes avait pu être si facilement manipulé par une femme dont le seul véritable talent était de savoir exactement où appuyer. Son orgueil avait été son arme, et il l'avait laissé entre les mains de quelqu'un sans hésiter. Il prit la voiture pour se rendre à Garfield Heights. Sans chauffeur, sans téléphone, juste Richard Baker, seul dans sa voiture pour la première fois depuis des années, assis. Avec tout ce qu'il avait fait et tout ce que cela avait coûté, il se gara devant la porte bleue et resta immobile un instant. Puis, il sortit. Abigail ouvrit, avant même qu'il ait pu frapper 2 fois. Elle se tenait sur le seuil et le regarda comme on regarde quelqu'un à qui l'on demande si l'on peut encore faire confiance. Avec précaution, sans précipitation, sans rien dévoiler gratuitement. Richard regarda d'abord ses filles. En sécurité entière, elles se tenaient de chaque côté d'Abigail comme si elles avaient toujours été là. Puis, il la regarda elle. « J'ai eu tort, sans condition, sans explication pour me couvrir. » Juste 3 mots d'un homme qui, pendant 45 ans, n'avait jamais eu besoin de les prononcer.
J'ai eu tort et je suis désolé. Tu as protégé mes filles. Tu m'as protégé. Et j'ai laissé quelqu'un se servir de mon orgueil pour te pousser à la porte. C'est ma faute. Abigail soutint son regard. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était lourd, chargé de 3 années de réveils matinaux et de sacrifices discrets et d'une dignité qu'elle n'avait jamais abandonnée, même lorsqu'il lui en avait donné toutes les raisons. Puis elle baissa les yeux vers elle. Chloé et Claire, leur sac à dos papillon encore sur le dos, leur jus de fruits terminé depuis longtemps, leurs chaussettes de rechange encore dans leur valise, parce qu'on ne sort jamais sans une paire de rechange. Elle se retourna vers Richard. « Les filles ont faim, dit-elle doucement, et elle s'écarta. Il rencontra Grace Davis pour la première fois, une femme dont la chaleur discrète lui fit immédiatement comprendre d'où Abigail tenait tout son savoir. Grace le regarda avec bienveillance et dit doucement « Elle n'a jamais dit de mal de toi. Pas une seule fois, pas même cette semaine. » Richard dut détourner le regard. Le trajet du retour se fit en silence. Chloé s'endormit contre la vitre. Claire tenait la main d'Abigail sur la banquette arrière et ne la lâcha pas de tout le trajet. Richard les observait dans le rétroviseur. Le domaine apparut. Colonnes blanches grises en fer forgé rose parfaitement alignées. Il semblait identique à ce qu'il avait toujours été, mais il savait que non. Certaines personnes n'arrivent pas en fanfare. Elles arrivent tôt dans l'obscurité, avant que quiconque ne les regarde, et elles accomplissent le travail discret et invisible de maintenir l'harmonie. Non pas parce qu'elles sont bien payées, mais parce qu'elles ont décidé que les personnes dont elles ont la charge méritent leur meilleur dévouement. L'orgueil vous persuadera que vous pouvez vous permettre de laisser partir des gens comme ça. Mais les enfants connaissent toujours la vérité. Et si Dieu fait encore grâce à un homme qui ne l'a pas tout à fait mérité, ses enfants porteront cette vérité jusqu'à une porte bleue et la déposeront à vos pieds avant qu'il ne soit trop tard. Richard Baker avait 45 ans lorsque 2 petites filles avec des sacs à dos à papillons lui ont appris. Une leçon qu'aucune salle de réunion ne pourra jamais enseigner les personnes qui accourent vers vos enfants lorsqu'un objet tombe qui vous tend l'épaule pour vous soulager ne sont pas de simples employés. Elles incarnent la grâce même dans les moments difficiles. Et on ne laisse pas la grâce s'en aller, pas sans se battre, pas sans raison. I say 1.5. I say this TDM. No, just kidding. This TDM would be crazy. I give myself 2 games. Ni hao, fine shit. With the Riz. Hi, Leo. How are you? Good morning. Let the bullets fly. How many aces we gained tonight? 100! I'm just kidding. You know that trend? Be faster. Oh my god, I changed my enemy colors to red. I forgot. They look so weird. Jets grounded. Reloading. Wait, I'm playing with the wired mouse right now. Let me unplug it, put it wired. Back in a flash. You say good morning, you night owl. Come on, you're a fake fan. I always say good morning. I gotta change my enemy colors. They're fucking red. TDM actually pisses me off. Honestly, it pisses me off too. TDMs are kind of tilting. Cover going out. Yellow. Until stage When you say hi, Leo, how was your day? While I said good morning, would you have rather I say nothing at all? Stage 2. All of your aces and holding to your word? I was kidding, bro. I was joking. Satchel out. Satchel out. Bro, the sustainable shit's so dumb. Bare muscle mommy. Dude, I need to start going to the gym again. Oh, he's just sitting here. Oh, where'd he go? There he went. Say whatever you want, just notice me. I said hi to you!
did. I'm 2-9. I think I'm walking. Pressure, thanks so much for following. Welcome in. New stage in 10. I'm back. Stage 3. Shots are not hitting right now. Satchel out. Oh yeah, I'll swing into the Avengers. Nice and Dude, slow I swing and I insta-die. Fair muscle mommy. What's the opposite of muscle mommy? What is it for men? Satchel out. Satchel out. Get out of here. Cover going. Calm body out. Nice! Swole Daddy, that's what it is. Swole Daddy. I didn't know what it was. I know it's like Daddy, but like, what was the other? Swole Daddy, that makes sense. Stage. Oh, I forgot to change for Nami. Satchel out. Hitting breeze. My ultimate is shadows traveling. Grenade! Hi, Siflay, how are you? Good morning. Sorted. Shit, I can't even. Ciao. Satchel out. Jesus Christ. Yeah, I can't even. My monitor feels further from me than normal. I might move it. How are you, Supply? Good morning. You're good. I'm glad to hear. Ever had a Latina milk call you papi? Hi. What the hell? No, have you? 15 kills remaining. For me, would it be mommy, not papi? You had your fun. It's you and By the me. way, to say hi to Ailey too. Oh my god, I can't even. Thanks, Souffle. Got me ready to help them get their blue card. Blue card isn't my green card. What the fuck is blue card? Out! Grenade! Oh, that suck. Green card, LMAO. Why the fuck you say blue card? Thank you, puppy. 5 kills left. 140. Got him. Satchel out. Satchel out. That was a terrible touch. Omen's looking ominous. It's a rough edge. Chupapi muñaño. I don't even know what that means. Isn't that like a curse word? Blinding. What's the ABG version of Poppy? I don't know. I actually don't know. Shinyin Kuwa. Bro, not the Shinyin Kuwaya Lilia. Wait, I want to change my skin. Match found. Oni-chan? Oh yeah, it is Oni-chan, huh? I forgot about that. I don't know why. I was thinking something like in Vietnamese or Chinese. Like, I don't know. Oh, I tried clicking raise and it wouldn't let me. Enough training. It's time.
Swish. Where's my chat? Oh. Okay, good luck, Nini. Thanks for stopping by. Good luck, good luck. Haley's Poppy is Duma. No, that's not it. It's Oni-chan. Duma's like a curse word. It's not the equivalent to Poppy. Double U's. It's not the same. Is my music too loud, guys? Also, I'm for sure going to get hungry later. Because I only had a salad. You guys had a good volume for me? Okay, slay. Holy snap, crackle, and pop. For me, you sound good. Okay. No tilting today? I never tilt. I don't know what you're talking about. Let the bullets fly. Oh, I haven't feel like I've played this map in a really long time. Oh. I can't take any punches. I'm not doing this. Bro, I haven't even talked to you guys. Who else? Breaking down. Oh man, I stepped into his stomach. Show me a target. No target. Reloading. Satchel out. I heard you crack your neck both sides. Yeah, I get some pretty good neck cracks in. Stopping fire. Seconds until stage change. Stage 2. She said 2 games before tilting. I didn't say 2 games before tilting. I said 2 games before I yell at future. Destabilizing.